Iracho, Iracho, Iracho. Les rapports de l'OFNAC, la gestion des finances publiques, les lanceurs d'alerte, la gestion des cadeaux remis au président et aux responsables des structures de l'État, la question de la Casamance aux révélateurs des nouvelles autorités. Pour parler de tous ces thèmes, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 21 avril 2024 Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d'État, ancien inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, ancien président de la CENTIF Sénégal, et Abdou Ndoukour Katchindaou, socio-anthropologue. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 21 avril 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit donc Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d'État, ancien inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, ancien président de la CENTIF, la cellule nationale sur les transactions financières, c'est ça, non? Traitement des informations financières. Abdou Ndoukour Katchindaou, qu'on ne présente plus, socio-anthropologue qui travaille beaucoup sur les questions sociales et beaucoup sur la question de la Casamance. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le nouveau pouvoir a annoncé, lors du dernier conseil des ministres, la publication des rapports de l'OFNAC, la gestion des finances publiques et les lanceurs d'alerte. La première question concerne monsieur Ngouda Fall Kane, que vous connaissez beaucoup, les rapports de l'OFNAC qui ont été publiés. On constate que dans ces rapports, il y a certains déjà qui avaient été publiés. Peut-être qu'il reste les rapports de 2021, 2022 et 2023. À votre avis, pourquoi aujourd'hui publier ces rapports? Je vous remercie, Alassane, d'avoir bien voulu m'inviter, n'est-ce pas, à cette émission. Je crois que la publication des rapports constitue, à mon avis, une avancée, comme je l'ai dit ailleurs, en matière de transparence. Mais en réalité, je ne crois pas que ce soit les rapports qui ont été publiés par l'OFNAC. La déclassification des rapports dont on parle, c'est les rapports qui n'ont jamais fait l'objet de publication. Alors, il y a deux, comme vous savez, dans les corps de contrôle, comme au niveau de l'OFNAC. Encore une fois, l'OFNAC n'est pas en corps de contrôle. Si vous voulez, il y a deux types de rapports. Il y a ce qu'on appelle les rapports qui sont transmis, qui sont destinés à certaines personnes, il y a une catégorie de personnes en tout cas qui sont destinataires de ces rapports-là. Par exemple, à l'IGE, il y a le président de la République, la structure contrôlée, etc., etc. Il y a 6 ou 7 destinataires. Le public n'est pas destinataire des rapports de l'IGE. Bon, il y a également ce qu'on appelle le rapport de synthèse. C'est un rapport qui résume les activités, en tout cas de la structure au cours de l'année. Bon, je crois que quand le président parle de la déclassification, il ne s'agit pas des rapports de synthèse. Il s'agit de quoi, à votre avis? Des rapports d'enquête. Des rapports d'enquête qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas connus du public. Ah oui, c'est ça. Au niveau de l'inspection générale d'État, c'est les rapports d'inspection, les rapports d'enquête qui contiennent les recommandations de l'inspecteur vérificateur et qui sont soumises au président de la République pour approbation et qui reviennent à l'IGE comme sous forme de directives. Et ces directives sont mises en œuvre à travers quand même les canaux appropriés. Donc, pour l'IGE, je crois que c'est de ces rapports dont on parle, et pas du rapport rapport public sur la bonne gouvernance, qui est publié. Pour l'OFNAC également, c'est la même chose. Je ne crois pas qu'il s'agit de ces rapports-là. La déclassification doit concerner les rapports d'enquête qui sont transmis au procureur de la République. Je crois que c'est ça qui est important. Mais ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que ces rapports de l'OFNAC, aujourd'hui, étaient transmis au procureur, qui est aujourd'hui le patron de l'OFNAC. Monsieur Gueye. Merci beaucoup, Alassane, et puis bonjour à mon doyen. Je crois que le doyen a précisé des choses très importantes et surtout suggéré des recommandations.
de quelque côté que les questions peuvent être prises, le plus important, c'est que la transparence n'a jamais nui à un État. Donc, s'il y a un besoin ou bien une exigence politique de renforcer les systèmes de contrôle et de transparence, je ne crois pas que ce soit vraiment un problème, à moins qu'il y ait derrière des idées qui sont des idées politiques ou politiciennes. Donc, il faut encourager les nouvelles autorités pour aller vers les déclassifications appropriées et pour que, évidemment, les Sénégalais sachent les deniers publics, comment ils ont été gérés. Mais ça, ce n'est qu'un élément très important. L'autre élément, c'est bien évidemment ce que tu signales, Alassane, c'est que lorsque des rapports sont faits par des gens extrêmement compétents, des structures de contrôle très très compétentes, après, on fait quoi? Il y a une procédure pour certains de ces rapports vers, évidemment, le parquet. Il faut que le parquet fasse son travail et que les gens qui ont dilapidé les biens de la République puissent être sanctionnés. C'est ça le problème, la sanction. Alors, il ne sert à rien de gérer des milliards si derrière, il n'y a pas de sanction, où il y a des coudes qui sont mis sur les rapports. Donc, on peut seulement suggérer à ce que tout cela ait une finalité qui est que chacun fasse son boulot dans le contexte des rapports qui sont faits par les différents corps de contrôle ou par d'autres structures de contrôle. Il n'y a pas de sanctions qui sont rarement prises au Sénégal concernant la gestion des rapports, d'enquêtes. Mais le Sénégal se pose la question, la prévention. Avant que le dégât ne se fasse, est-ce qu'il y a une prévention qui est faite? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour éviter justement d'arriver à des situations où l'argent est pillé, on prend la personne, la met en prison. Souvent, les gens le font avec beaucoup de calculs, en se disant, je vais en prison pour 6 mois, j'ai quand même mis des milliards à côté, je sors, je m'occupe de mes milliards. Oui, évidemment, bon, le problème de sanctions se pose souvent, les gens se posent des questions. S'il y a des sanctions qui sont prises à la suite des rapports d'enquête ou des rapports d'inspection. Bon, il y a des sanctions. Hein. Vous savez, les sanctions ne sont pas toujours des sanctions négatives. Il y a aussi des sanctions positives. Quand on se rend compte dans une structure, en tout cas une bonne conduite des dirigeants, mais l'inspecteur général d'État ou le magistrat de la Cour des comptes peut proposer quand même des sanctions positives. Et cela se fait souvent. Hein. Bon, il y a également des sanctions pour faute de gestion. Ça, c'est la Cour des comptes. C'est la chambre financière de la Cour des comptes qui est compétente. Et souvent, des sanctions sont prises à ce niveau. Il y a des amendes financières qui sont prononcées. Maintenant, il y a également des sanctions des actes qui doivent mener vers les juridictions, à la justice. Soit l'ouverture d'une information judiciaire ou des poursuites judiciaires pour certaines personnalités. Ça, vraiment, je crois que c'est fait. Mais dans l'imaginaire de beaucoup de Sénégalais, dès qu'on parle d'audit, pour eux, ça doit être la prison. Oui, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas que quelqu'un est audité, il doit aller en prison. Quelqu'un est audité, il n'a rien fait. Comment il peut aller en prison? Parce que le mot audit, tel qu'il a été galvaudé dans la tête des Sénégalais, c'est toujours sanction. L'audit, c'est contrôlé. C'est-à-dire, l'audit, c'est de voir, si vous voulez, la conformité. Parce qu'il y a deux sortes d'audits. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'audit organisationnel, qui s'intéresse, si vous voulez, aux procédures d'organisation de la structure. Il y a l'audit financier et comptable. Mais quand on se rend compte qu'il n'y a aucune faute, mais il n'y a pas de lieu d'auditer, c'est contrôlé. Hein, c'est un terme moderne. L'audit, c'est en réalité un contrôle. Mais en dehors de l'audit, il y a l'enquête. Des problèmes peuvent se poser et qu'on envoie une mission d'inspection pour contrôler. Mais aujourd'hui, Alassane, tu as prononcé un terme extrêmement important. La prévention. La prévention, particulièrement au niveau des organes d'enquête administrative, elle est fondamentale. Et ça ramène à ce qu'on appelle le décèlement précoce. J'ai dit et je le répète que dans un organisme comme l'OFNAC, mais 80% de son travail doit, à mon avis, concerner la prévention, l'information, la formation. Dire aux gens que voilà, ça c'est bon, ça, il ne faut pas le faire. Il faut que les gens comprennent ce qu'est la corruption.
Anticiper. Anticiper, un décèlement précoce, comme on dit, anticiper. Hein? Et l'anticipation, bon, il y a ce qu'on appelle l'anticipation adaptative, mais moi je préfère l'anticipation rationnelle de l'école de Chicago, c'est-à-dire qu'on se mette dans une position permanente, hein, de contrôle, hein, qui permet d'anticiper, qui permet d'éviter certains dérapages, aussi bien administratifs que financiers. Est-ce que justement c'est cette anticipation qui fait qu'aujourd'hui qu'il faut développer davantage les lanceurs d'alerte dans la structure, comme si on voit un directeur ancien de piller déjà, on constate que son mode de vie change, que les gens disent très rapidement, écoutez, venez voir ce qui se passe ici, pour éviter justement les dégâts, parce que certains sont calculés. Ils se disent, écoutez, il y a 5 milliards, je prends les 5 milliards, je vais en prison pour 6 mois, parce qu'il y a une détention préventive, je sors, on poursuit les enquêtes, après finalement, les 5 milliards sont partis. Oui, mais je crois que le débat sur les lanceurs d'alerte est très important. Il vient de rejoindre le Sénégal. Je rappelle que si vous prenez un pays comme le Botswana, depuis 2016, il y a une loi qui a été votée pour protéger les lanceurs d'alerte dans des conditions évidemment qui sont très spécifiées. Parce que aussi, on peut pas, il faut éviter les dérives. Soit la délation. Mais surtout des délations de cette manière pour éviter les dérives. Donc c'est un débat qui arrive maintenant du côté du Sénégal sur comment protéger les lanceurs d'alerte. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup de pays où des législations sont votées pour protéger les lanceurs d'alerte. Et c'est très bien, l'exemple du Botswana est un exemple qui est très frappant. Pour le reste, je crois qu'il y a la nécessité que nous puissions réfléchir pour éviter les dérives sur ça devrait être quoi le rôle des lanceurs d'alerte, même si depuis plusieurs années, dizaines d'années d'ailleurs, il y a un peu ce profil qui s'est dégagé et qui s'est imposé évidemment sur le champ politique national. Moi, je suis absolument pour que nous puissions protéger les lanceurs d'alerte, mais ça doit être encadré. S'il faut faire une loi spécifique pour leur protection, il faut y aller. Parce que si la loi n'est pas là, l'encadrement est un problème et les dérives arrivent immédiatement. Et ça permet aussi de faire de la prévention. Et ça permet bien évidemment de faire de la prévention. Tout cela dans des conditions où effectivement il faut respecter la dignité humaine, il faut respecter les présomptions d'innocence a priori, mais je crois que les lanceurs d'alerte peuvent être des actes essentiels dans des contextes maintenant où il faut probablement définir des lois spécifiques qui permettent de les protéger, mais aussi de protéger les autres. Il ne s'agit pas seulement de protéger les lanceurs d'alerte, mais il faut protéger les autres également parce qu'ils ont droit à la dignité et que les accusations qui sont des accusations farfelues ne puissent pas prospérer et ne puissent pas court-circuiter cette belle logique de protection des lanceurs d'alerte. Et cette histoire de corruption au Sénégal qui fait qu'aujourd'hui que la plupart des Sénégalais estiment qu'il faut faire de la politique pour être riche, parce que souvent les gens qui font de la politique dans le quartier n'avaient rien, il suffit qu'ils soient politiciens, qu'ils deviennent des gens très riches et la corruption gangrène le pays. Tout à fait. Vous avez été à l'assentif. Oui, mais je voudrais, avant d'en arriver là, de m'aligner sur les propos du professeur Abdou. Il a parfaitement raison. Les lanceurs d'alerte, bon, il faut les protéger, mais il faut les encadrer aussi. Il ne faudrait pas quand même que les gens... Parce que depuis quelques jours, quand le président a annoncé qu'il faut une loi pour protéger, pour mettre en place les lanceurs d'alerte, on voit des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, qui filment les maisons des gens en disant oui, Alassane a une grande maison ici, c'est un voleur, venez le voir. Voilà, les gens sont diffamés dans les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça un lanceur d'alerte. C'est pas cela, hein. C'est pourquoi il faut protéger, c'est d'accord. Mais il faut d'abord définir le profil du lanceur d'alerte. Qui doit être lanceur d'alerte? Où doit s'installer un lanceur d'alerte? Quelles sont les informations que le lanceur d'alerte doit donner? Mais c'est extrêmement important. On ne peut pas choisir quelqu'un ou bien permettre à tout un chacun quand même de se mettre, comme vous l'avez si bien dit, là et de dénoncer les gens. Une dénonciation non pertinente parce que tu n'es pas d'accord avec Alassane ou avec le professeur Abdou. C'est très grave. Il faut qu'on fasse aussi attention. Le lanceur d'alerte, ce n'est pas une prévention, hein. C'est un décèlement précoce. C'est-à-dire, ça permet
par exemple, aux organes de contrôle, aux organes d'enquête administrative, hein, et à l'État d'éviter certains dérapages, comme il l'a si bien dit. Mais il ne faut pas que le dérapage se situe du côté du lanceur d'alerte. Si le dérapage se situe du côté du lanceur d'alerte, c'est extrêmement grave. Alors, donc, il faut les protéger, mais il faut les encadrer aussi. Et je dis, dans les départements ministériels ou dans les structures où nous souhaitons la présence des lanceurs d'alerte, il faut qu'ils soient des personnes anonymes qui ne sont pas connues, hein, et qui sont au fait du fonctionnement de la structure, du point de vue organisationnel comme du point de vue de ses procédures. Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand comme disait l'autre, l'homme est méchant parce qu'il est ignorant. Hein? Et quand vous ne connaissez pas une structure, vous ne la maîtrisez pas, mais vous êtes capable de dire des erreurs. Donc cela est extrêmement important. Pour en arriver à la corruption, mais c'est ce que nous avons constaté ces dernières années, depuis presque 20 ans. Depuis 20 ans. Pour s'enrichir, la voie la plus appropriée, c'est la voie politique. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi moi, quand j'entends les nouvelles autorités parler de rupture systémique, moi j'adhère. Et souvent je dis, l'arrivée de cette nouvelle génération, ce n'est en réalité pas une alternance, hein, c'est une alternative. Parce que nous cherchons une alternative à certaines pratiques. Et l'alternative, c'est quoi? C'est la rupture systémique. Faire de sorte que le mérite soit récompensé, faire de sorte que les dispositions pertinentes, hein, de la loi de 2012-22 sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques soient rigoureusement appliquées. Rigoureusement appliquées. Moi, j'ai vu dans ma carrière mais de grands fonctionnaires, de grands administrateurs, de grands financiers qui n'avaient rien à voir avec la politique. Tout ce qui les intéressait, c'est la mission qui leur a été confiée. Moi, je crois que c'est ça. Hein? Bon, donc, il faut... La rupture systémique, c'est d'abord commencer par là. Montrer aux gens que ce n'est pas la politique qui enrichit l'individu. Hein? Hein? C'est le travail. Hein? C'est le travail. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question la question plus profonde que cela, sur le plan sociologique? La façon dont nous avons un comportement vis-à-vis de l'argent. Dans la famille, d'abord, l'éducation financière n'est pas faite, où on pense que l'argent, on peut le gagner facilement. Et si on est éduqué, on a grandi comme ça dans la famille, forcément, si on devient un directeur de société, on devient un pillard. Mais les Sénégalais ne sont pas des Chinois, ils ne sont pas non plus des gens de Mars, ils viennent de cellules familiales où ils sont formatés, où ils sont socialisés. Et bien évidemment, il faut, si on va avoir une approche cohérente de la question de la corruption, aller interroger comment ça se passe dans nos familles. Et bien évidemment, dans nos familles, il y a des formes d'éducation et de socialisation qui font que nous avons des prédispositions tout à fait naturelles dans certains cas à évidemment être dans ce champ de la corruption. Donc il faut interroger les familles. Et ces questions sont délicates parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui est directeur a priori, c'est aussi quelqu'un qui a un cursus, c'est quelqu'un qui vient de quelque part, qui vient d'une forme de culture. Et évidemment, il faut interroger tout ça pour mieux comprendre pourquoi, lorsque des gens sont mis dans des circonstances de responsabilité, ils ont tendance à dilapider ou à être dans la corruption. Donc je pense que... À subir des pressions familiales. Mais il y a tout à la fois. Vous savez, moi, je donne un exemple. Moi, par exemple, chaque fois, on me dit, mais Ndoukour, pourquoi tu ne veux pas être ministre? Bon, évidemment, parce que si tu es ministre, ça nous permettrait de résoudre les problèmes de notre village ou de résoudre les problèmes de nos amis. Et je sais que beaucoup de sollicitations de cette nature sont formulées quotidiennement auprès de beaucoup de gens dont on pense qu'ils devraient être ministres ou directeurs pour résoudre les problèmes de la société, enfin les problèmes des familles. Alors je pense qu'il y a l'articulation de discours parfois qui provient des familles, qui provient des amitiés, qui provient évidemment d'autres structures sociales à l'intérieur de la société et qui impactent sur la façon dont nous avons, on va dire, résolu notre rapport à la question de l'argent de façon un peu plus spécifique. C'est par là l'une des faiblesses des programmes des candidats.
Parce qu'on a vu que tous les candidats, quand on a lu les programmes, rares sont les candidats qui ont parlé de famille. Quel type de famille devons-nous avoir aujourd'hui? C'est quoi la famille sénégalaise d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais bien sûr, non seulement je note cela à l'instar de ce que tu dis, mais il y a un rappel important et la sociologie de la famille nous l'a enseigné. En réalité, nos familles, ce sont les espaces les plus conflictuels. Et on l'oublie souvent parce qu'on estime que les gens, ils sont de même famille, ils s'entendent. Non, les conflits commencent à l'intérieur déjà des familles et c'est bien documenté par la sociologie de la famille. Et ça veut dire que ces conflits dans des contextes de famille polygyniques, je ne veux pas parler de famille polygamique, vous connaissez mon avis là-dessus parce que c'est absolument pas de la polygamie, c'est des familles polygyniques, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs épouses. Fait que les conflits s'accentuent de façon diffuse ou bien de façon explicite et évidemment les concurrences s'installent à l'intérieur des familles. On l'oublie assez souvent et ça impacte sur la définition des carrières des uns et des autres, sur le rapport que les gens ont à la famille elle-même et je pense que c'est important que la famille soit encore reconvoquée dans ces problématiques qui sont des problématiques liées à la corruption et de façon générale liées au développement du Sénégal. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Abdoundoukour Kachindaou, qui est socio-anthropologue, avec Ngouda Fall Khan, ancien inspecteur général d'État, ancien inspecteur principal du Trésor, de classe exceptionnelle, et ancien président de la CENTIF. Le deuxième point de débat, c'est par rapport au cadeau qu'on donne à nos présidents. On a constaté qu'avec Senghor, pratiquement le Sénégal rachète toutes les œuvres de Senghor. En étant président de la République, Senghor a reçu des cadeaux d'autres présidents, sa bibliothèque, beaucoup de choses, Abdoulaye Wade idem, Macky Sall idem. Tout dernièrement, le président Diomaye Faye, quand il est parti à Touba, avec le Coran, les tapis et tout. Comment aujourd'hui on va gérer ces cadeaux qu'on donne à nos présidents? Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour l'État du Sénégal? Quelle est la frontière qu'il faut mettre en place? Tout à fait. Merci Alassane. Bon, je voudrais tout d'abord rebondir sur la problématique de la famille, mais c'est une problématique fondamentale. On ne peut pas aujourd'hui se développer sans revoir la famille, le comportement de la famille au niveau de l'unité économique nationale. Hein? On ne peut pas se développer sans changer les mentalités, ça va être difficile. Hein? Donc j'adhère également à la position d'Abdou, il a parfaitement raison. Il faut aujourd'hui que les choses changent d'abord à la base. Et la base, c'est la famille. Bon, maintenant, pour les cadeaux, bon, écoutez, moi, je crois qu'il ne faut pas... Il n'y a même pas lieu de discuter de ça. Il faut encadrer les cadeaux. Vous savez, aux États-Unis, depuis la Constitution de 1787, mais les cadeaux sont encadrés. Le président de la République ne peut pas prendre... Enfin, le président des États-Unis, ou même certains élus et de hauts fonctionnaires ne peuvent pas prendre un cadeau qui dépasse $375. Quand ça dépasse $375, ça appartient à l'État. Hein? En France aussi, c'est la même chose. Je crois que c'est 211 €. Hein? Donc, même le Burkina a réglé ce problème. Mais au Sénégal, on semble un silence. Hein? Non, la question au Sénégal. Non, il n'y a pas... bon, à ma connaissance, moi, il n'y a aucune loi qui réglemente les cadeaux des présidents. Qui, si vous voulez, fixe des seuils de réception des cadeaux. Mais quand vous recevez des cadeaux extrêmement importants, mais c'est grave, ça doit revenir à l'État. Il faut, à mon avis, légiférer à ce niveau. Il faut nécessairement. Et également, cela nécessite aussi de constitutionnaliser la déclaration de patrimoine du président à sa sortie. Oui. Oui. Et ce n'est pas fait au Sénégal. Hein? Oui. Hein? Et la déclaration de patrimoine, c'est à l'entrée. Mais... À la sortie? À la sortie, mais il ne déclare pas. Oui. Ce problème-là, il faut le régler. Le président Macky Sall n'a pas encore fait sa déclaration de sortie. Non, mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. En tout cas, moi, je ne l'ai vu nulle part. Donc, en temps, s'il renforce son avoir, c'est... Voilà. À son entrée, il fait une déclaration. Ça, c'est prévu par la Constitution. Mais aucune... Bon... Oh, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu une disposition de la Constitution qui prévoit, si vous voulez,
la déclaration de patrimoine du président de la République à sa sortie. C'est prévu pour les autorités ministérielles, pour les ministères, pour le ministre plutôt, excuse-moi, mais pas pour le président de la République. Non, est-ce que ce ne sont pas ici des failles? Parce que la question des cadeaux, c'est qu'on est un pays qui devient gazier pétrolier. Bientôt, les premiers barils vont sortir de Sangomar et de la, comment on appelle ça, du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas être tentés de faire des cadeaux au président pour avoir des privilèges par rapport à certains contrats? Certains ouvrent des comptes bancaires à l'extérieur, ils mettent de l'argent là-bas, ils achètent des maisons. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas le droit de mettre en législation pour éviter les dérives? Il faut signaler que les cadeaux ont plusieurs significations. Il est clair que quand ce sont des rapports interpersonnels, les cadeaux sont très valorisés dans le contexte de nos cultures. Donc, ce n'est pas ça le problème. En revanche, dans le cadre de l'État, je crois qu'il ne faut pas inventer la roue. Il y a énormément de dispositifs qui sont connus, soit par les Nations Unies, soit par l'Union africaine, soit par d'autres structures, soit même des pratiques connues dans les institutions internationales. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans quelques institutions internationales et j'avais vu que lorsque des cadeaux étaient donnés au patron, on va dire, il ne devrait pas dépasser $17. Parce que si ça dépasse $17, ça appartient à l'institution. Il y a des pratiques comme ça qui sont connues. Donc pour moi, s'il y a une loi, tant mieux, il faut aller revisiter la loi. Moi, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas de loi, il faut légiférer et organiser des cadeaux. Il n'est pas du tout approprié qu'un président de la République prennent des cadeaux, d'où ça puisse venir, parce qu'on peut considérer d'ailleurs que c'est très lié à une forme de corruption. Parce qu'on ne peut pas du tout accepter que notre président, qui a tous les moyens qu'il souhaite, accepte des cadeaux de la part de gens, même si c'est son collègue. Donc, formalisons tout cela, encadrons tout ça, et tout ça participe évidemment de la bonne gouvernance. Oui, il y a aussi la question du patrimoine des présidents. En entrant, il fait la déclaration, en sortant, rien. Moi, je ne savais pas. C'est le doyen Goude qui me l'apprend. Mais ça n'a aucun sens de faire une déclaration. Encore que même la déclaration, elle doit être encore plus rigoureuse. Parce qu'il me semble que c'est de façon, on va dire, personnelle, que le prochain président ou le président décide de dire j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle de ça? Je n'en sais rien. S'il n'y en a pas, je pense vérifier si la déclaration est conforme à ce qu'on a dit. À ce qu'on a dit. Je pense qu'il devrait y avoir un comité ou une commission, une structure habilitée à vérifier l'exactitude des déclarations qui sont formulées. Autrement, ça n'a aucun sens. C'est juste un effet de politique générale. Tout à fait. D'abord, le dernier point, donc c'est la question de la Casamance. On a vu qu'à chaque fois qu'un nouveau régime change, ça bouge un peu au sud du pays. C'est le signalement, des gens parlent. Une dernière vidéo a été sortie tout récemment concernant la question de la Casamance. Tu me permets, Alsa, de rebondir un peu sur ce qu'il a dit est extrêmement important. Absolument, allez-y. Et la question que vous avez posée également. Vous savez, en France, je vous donne un exemple pour vous dire qu'il est important aujourd'hui. Nous allons vers une économie où nous sommes déjà dans une économie pétrolière. Il faut qu'on prenne les dispositions, qu'on mette des garrots. En France, par exemple, les entreprises du secteur de la santé ne peuvent pas faire des cadeaux à des acteurs de la santé. C'est de la corruption. Oui. Hein? Et dans une loi qui serait prise ultérieurement, mais on pourrait faire de sorte que les entreprises intervenant dans un secteur donné ne puissent pas faire des cadeaux, quel que soit le montant, aux acteurs, n'est-ce pas, de ce secteur-là. Je crois que c'est comme ça, c'est avec ces démarches-là qu'on peut régler. Oui, parce qu'une question a été posée au Sénégal quand la société qui a reprise Sen'Eau avait offert des bennes à la mairie de Saint-Louis. Oui. Le ministre était le ministre de tutelle de Sen'Eau. Ça c'est des démarches à éviter. C'est-à-dire, l'entreprise qui intervient dans un secteur ne doit pas faire des cadeaux aux acteurs de ce secteur. Ça, c'est une démarche. Il faut légiférer. Oui, il faut légiférer. Je crois qu'il faut régler ce problème-là. Bon, concernant maintenant la Casamance, vous savez, c'est
le problème de la Casamance a évolué depuis 1981, depuis 82, 81, 82. Je disais à Abdou que quand les premières manifestations, enfin, que j'ai vues du MFDC, quand ils faisaient descendre le drapeau du Sénégal à la gouvernance de Ziguinchor, j'étais percepteur, j'étais venu en approvisionnement au trésor de Ziguinchor. Ça m'a trouvé là-bas, c'était Moussandoy qui était là-bas. Et depuis cette date, ça a énormément évolué. Je suis retourné à Ziguinchor en 1991, mais j'ai constaté que ça a évolué. Mais il y a une constante aujourd'hui. Et ça, moi, je l'ai dit, je l'ai constaté depuis très longtemps. Le soubassement de la démarche, si vous voulez, de la rébellion casamançaise, mais c'est criminel, hein? C'est des activités criminelles qui sont menées. Et, et on l'a constaté récemment avec les champs de chambre. Et même, je crois que dans nos relations avec certains pays, mais la cocaïne passe par là-bas aussi, hein. Donc, ça a quand même constitué un élément extrêmement important dans la démarche de certains éléments du MFDC. Parce que la Casamance fait partie des contrées les plus proches du Brésil. C'est pas loin. Hein, on peut par bateau quitter Ziguinchor, aller à Recife. Aujourd'hui, cette question de la rébellion, pourquoi depuis qu'elle a éclaté, malgré toutes les solutions, toutes les rencontres, tous les forums organisés, on n'arrive pas à sortir de la situation? Il y a une sorte d'économie de guerre qui s'est créée en Casamance aujourd'hui, où les champs de chambre indiens nourrissent beaucoup de gens. Quelle est la solution? Bon, d'abord plusieurs observations. La première, c'est que moi, je me félicite du fait qu'aujourd'hui, on peut parler du MFDC dans cette antenne sans que la police ne vienne prendre... Fermer la radio. Fermer la radio. Parce qu'il y a quelque temps, c'était un sujet extrêmement tabou. Et je pense que l'État a une démarche très intelligente sur cette question. Moi, je suis souvent en Casamance où je vois parfaitement bien dans des cérémonies initiatiques comme les boukoutes ou bien comme les kahat, etc. et d'autres formes initiatiques où vous avez d'un côté la rébellion avec les exécutions et tout le reste, et vous avez de l'autre côté les forces de sécurité et de défense, ça danse, etc. Donc cette approche me paraît très très importante et l'État du Sénégal doit poursuivre cette approche. Deuxième observation que j'ai l'habitude de formuler tout le temps, la Casamance, elle est quand même en paix. Il ne faut pas que les gens donnent d'autres impressions qu'elle est en paix. J'ai l'impression de souvent l'occasion de dire que si vous prenez l'ensemble des villages constitutifs de ce qu'on appelle aujourd'hui la Basse-Casamance, qui correspond à la région de Ziguinchor, évidemment, à part quelques villages qui ont été complètement détruits, je pense à des villages comme Ering, de l'autre côté de la façade de sud-ouest de la Basse-Casamance, ou bien du côté de Ering qui sont en train de revenir, ou bien simplement des villages qui sont totalement revenus. Mais elle est globalement en paix, la Casamance. Parce que si on ne tient pas ce discours d'une Casamance qui est en paix, en tout cas en 2024, bon, ça va donner d'autres impressions. Mais comment avoir la paix définitive? Alors, déposer les armes, revenir à une situation normale, où tout Sénégalais peut circuler là où il veut. Mais comment déminer les choses, comment gérer l'économie de la guerre. Voilà, je pense que c'est la formulation des problèmes qui a installé des impasses. De quoi s'agit-il en ce moment en Casamance, du moment qu'on a fait le constat global? Premièrement, il faut déminer la Basse-Casamance. Sur les études qui ont été réalisées par le CNAMS, qui est un institut ou bien un comité national de l'État donc du Sénégal, il est apparu que nous sommes à 1 500 000 mètres carrés de mines entre Goudomp et Oussouye en passant par Niassia. Et le CNAMS lui-même
qui s'occupe des opérateurs de déminage, a besoin, au moment où je parle, de 15 milliards de francs CFA. Pour déminer l'ensemble de la Casamance. À mon avis, 15 milliards, ce n'est absolument rien du tout. Absolument. Et je pense que d'ailleurs, il faut sortir de ce piège qui consiste simplement à signer des accords bilatéraux avec l'Union européenne pour que l'Union européenne s'occupe du déminage. Ça n'a pas de sens parce que les 15 millions peuvent être trouvés par l'État du Sénégal et je fais encore le plaidoyer. 15 milliards de francs CFA. Et je pense l'État peut trouver les 15 milliards. L'État peut trouver les 15 milliards de sa propre poche et donner au CNAM ce qui s'occupe de ça. Ça, c'est un problème, le déminage. L'autre problème, c'est des villages qui doivent retourner parce qu'il y en a qui ne peuvent pas retourner déjà à cause des mines, mais également à cause d'autres considérations psychologiques, etc. Bon, donc ça, il faut que les villages retournent. Et bien évidemment, le troisième problème, c'est les routes. Il y a des routes qui sont obstruées, qui malheureusement impactent très négativement sur l'économie globalement, et je pense qu'il faut le faire. Après ça, c'est un aspect de la Casamance. Vous allez dans d'autres aspects de la basse Casamance, vous avez la question du chanvre indien. Vous savez que le chanvre, un ami me disait, Ndoukou, j'ai mon doctorat, mais mon doctorat a été financé par le chanvre indien. Depuis que j'étais élève, jusqu'à la soutenance de mon doctorat, c'est le chanvre qui l'a financé. Et on ne peut pas simplement rejeter les questions aussi caricaturalement. Parce qu'aujourd'hui, je sais sur la base des données que j'ai, au moins chaque année, en tout cas depuis que l'armée a décidé de détruire les chanvres, notamment du côté du Fougni, nous perdons, entre guillemets, l'équivalent de 90 à 100 milliards de francs CFA annuellement. Alors, on fait quoi dans ce contexte-là? Donc, il y a des réflexions audacieuses qu'il faut encore mener, mais globalement, considérons que la Casamance est en paix, il y a des passifs. Et ces passifs-là, c'est globalement l'État du Sénégal qui doit les régler. Oui, la question du chanvre indien, elle est importante parce que c'est une économie souterraine. 100 milliards de francs CFA de pertes, mais il y a d'autres pays qui ont trouvé des solutions par rapport à ça. En Hollande, il y a une autorisation du chanvre indien qui a été utilisée avec des valeurs thérapeutiques. Au Maroc, je pense qu'il y a une politique qui sous-tend ça parce qu'il y a une économie qui le fait. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas... Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus intelligente par rapport à cette question bien précise? Oui, bon, écoutez, Alassane, moi je ne suis pas pour la démarche consistant à autoriser le chanvre indien. Même pour des acteurs, oui, pour des questions thérapeutiques. Sur des activités criminelles. Non, moi je ne suis pas pour. Moi je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de combattre. Si vous voulez, l'extension. Certains Sénégalais qui réclament la légalisation. Non, quelle légalisation? Si aujourd'hui vous légalisez le chanvre indien, mais 90% de cette jeunesse serait détruite. Les gens sont... regardez ceux qui en consomment. Ils sont malades. Bon, au Maroc, vous savez, le Maroc, c'est une économie assez particulière. Le chanvre indien, le rôle qu'il joue à ce niveau est extrêmement important. Et le hashish, c'est quoi? Donc, moi, je ne suis pas pour une légalisation de ce genre d'activité. Je crois qu'il faut combattre la prolifération de ces drogues-là, et se battre également pour éviter... mais quelle solution aujourd'hui pour les femmes qui sont en Casamance, qui travaillent dans ce secteur-là, qui nourrissent leur famille à partir du chanvre indien? Quelle substitution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il faut une économie de substitution au niveau de la Casamance. Mais il faut que l'État aide ces personnes-là à faire autre chose de légal. On ne peut pas dire que il y a le chanvre indien, les gens se nourrissent de ça. Non, je dis que l'État ne doit pas, si vous voulez, pour des raisons, quelles que soient les raisons, s'appuyer sur ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui leur trouver le financement nécessaire pour qu'ils puissent intervenir dans d'autres secteurs, les secteurs légaux, l'économie normale, pas souterraine. Quelle est la stratégie par rapport à ça? 100 milliards de francs CFA de pertes, il faut quand même trouver des solutions. Oui, de toute façon, c'est plus de 100 milliards. Et ensuite, il faut considérer que
pour le moment, le chanvre est interdit dans notre législation. Par conséquent, c'est illicite. Mais il y a une réflexion qu'il faut mener. Je parlais récemment avec un grand cadre de l'armée, je ne veux pas dire son nom, qui me disait que Ndokour, j'ai décidé, en tout cas, d'aider les femmes qui étaient impactées par évidemment le chanvre dans les différents champs, pour les aider à avoir des blocs maraîchers et même à acheter l'ensemble des productions issues des blocs maraîchers, mais pourvu que ce soit évidemment des spéculations licite. Évidemment, c'est le rôle de ce grand gradé de l'armée, et je pense qu'il a parfaitement raison, parce qu'il faut changer la législation avant de s'engager dans autre chose. Pour le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les questions doivent être débattues dans un contexte de complexité et de crise. Il est clair qu'aujourd'hui, personne ne peut occulter la question du chanvre dans le contexte de la crise casamançaise. Après, quelle solution avoir? Je ne sais pas a priori, mais admettons quand même que le chanvre, ce n'est pas seulement le fait de fumer. Le chanvre, c'est quasiment 15 applications tout aussi intéressantes qui sont dans la cosmétique, qui sont dans la technologie, qui sont dans les questions thérapeutiques, qui sont dans la question des textiles. Il y a énormément d'applications qui sont associées au chanvre. Mais je pense que le débat est assez vicieux dès l'instant qu'on pense que le chanvre est réduit essentiellement à la fumée. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, tout le monde connaît ma position, j'essaie de dire aux gens, réfléchissons sur que faisons-nous au lieu de faire disparaître 100 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? Et moi, ce qu'on peut faire, c'est au moins, dans un premier temps, valoriser la question thérapeutique. Parce que les structures pharmaceutiques, qui ne sont pas vraiment mes amis, mais devraient être intéressées à investir ce champ. Les autres structures qui sont dans le textile devraient être intéressées. Les autres structures qui sont dans d'autres modes de production économique devraient être intéressées. Et on laisse de côté, bien évidemment, la question de la fume, parce que ça, c'est très clivant. Et il y a énormément de problèmes lorsque la question est posée de cette manière-là. Est-ce qu'il ne faut pas engager justement la réflexion sur la valeur thérapeutique du chanvre indien? Oui, mais il faut d'abord régler le problème de l'utilisation illicite du chanvre indien. Moi, je crois que nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes un pays sous-développé. Nous n'avons pas les moyens dont disposent certains États. On peut réfléchir à long terme, on peut réfléchir sur ça. Mais pour l'instant, ce que nous constatons, 90%, ou en tout cas 100% de la culture de l'utilisation, sont destinés à l'utilisation. C'est pour fumer. C'est pour fumer. Donc on légalise aujourd'hui, on aura des problèmes. Bon, 100 milliards, c'est 100 milliards provenant d'une économie illicite. Oui, il est bon. Enfin, cela n'exclut pas quand même de lancer la réflexion. Qu'on réfléchisse sur les utilisations ultérieures, n'est-ce pas, du chanvre indien. C'est comme cela se fait dans certains États au niveau des États-Unis. Par exemple, au niveau des États-Unis, ce n'est pas tous les États qui ont légalisé le chanvre indien. Il y a certains États qui l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais le Coca-Cola que les gens boivent, il y a du chanvre dans le Coca. Oui, mais voilà, le Coca-Cola. Mais les gens disent que le Coca-Cola ne pose problème, des problèmes de santé. Les gens le disent. Les gens le disent. Et les Sénégalais boivent beaucoup de Coca-Cola. Et nous prenons beaucoup de Coca-Cola. Nous prenons beaucoup de Coca-Cola. Donc, il faut qu'on fasse attention. Qu'on puisse maîtriser l'économie de l'illicite. Qu'on puisse mettre, si vous voulez, des dispositions nous permettant d'éviter certains dérapages. Mais est-ce que sur le plan intellectuel, il ne faut pas évoluer un peu dans la façon de voir les choses, de ne pas seulement penser chanvre indien illicite? Qu'est-ce qu'on peut, avec le chanvre indien, puiser, avoir des choses qui peuvent participer de façon licite à l'économie? Mais je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à long terme, on peut réfléchir sur ça. À moyen long terme, quoi. Mais dans le court terme, non. À moyen long terme, on peut voir, comme l'a si bien dit le professeur Abdou, on peut voir ce que le chanvre indien peut nous coûter en termes, n'est-ce pas, d'utilisation licite. En Casamance, ce n'est pas seulement le chanvre, il y a aussi la coupe de bois. On constate aujourd'hui, malgré les mesures qui sont prises, que les Chinois continuent à piller les forêts en Casamance. Il y a une sorte de mafia qui gère tout ça, qui ont des intérêts communs
même au plus haut niveau. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas seulement stigmatiser les Chinois parce qu'il y a beaucoup Sénégalais. beaucoup d'acteurs. C'est les Sénégalais qui le permettent de le faire. Ben, exactement. La Gambie aussi ne joue pas franc jeu. Mais maintenant, on a un problème avec la Gambie sur le bois. Parce que la Gambie n'est pas un pays producteur de bois. Mais exportateur de bois. Exportateur de bois. Mais maintenant, il est l'essentiel du bois de la Gambie provient des forêts casamançaises. Il y a beaucoup de documentation qui a été réalisée dans ce sens. Mais la difficulté, c'est l'impossibilité du maillage territorial, particulièrement dans des contextes où entre le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, il y a des zones qui ne sont pas couvertes par nos forces de sécurité et de défense. Alors c'est ça qui fait que le trafic continue. Mais l'armée ne peut pas avoir un système de drones, de surveillance oui, normalement, l'armée a des systèmes de drones, mais je pense que globalement, malgré tout, il y a, même si ça a beaucoup diminué, il y a énormément de questions qui ont été réglées. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, l'armée globalement, associée à d'autres forces de sécurité et de défense, contrôle l'essentiel du territoire sénégalais, mais il y a toujours des fuites qui viennent, malheureusement, qu'on n'arrive pas à contrôler. Maintenant, je voulais revenir sur une question importante. Après avoir dit la Casamance est en paix, je crois que les nouvelles autorités ne doivent pas attendre. Il y a des questions qui sont liées à des négociations avec les MFDC, je suis d'accord. Et on sait dans quelle partie de la Casamance. Il y a des négociations, des questions qui ne sont absolument pas liées au MFDC. Et il faut que l'État amène les programmes nationaux. Il faut que l'État s'occupe de tout ce qui est déminage. Parce que sur certains axes, on n'a pas besoin de l'accord du MFDC, entre guillemets. Il faut que l'État amène l'eau, les questions de développement. C'est pour ça que je disais à quelqu'un que pour moi, et pour finir, la Casamance, c'est 80% de développement et 20% de militaires. Probablement même moins de 20% de militaires. Le reste, c'est de la responsabilité politique de l'État de s'engager à résoudre les questions qui sont identifiées. Et dans ce cadre-là, on est en train de suggérer à ce que l'État fasse un programme spécial pour la Casamance. Ça me paraît important d'injecter énormément de sous. Maintenant, la question de l'injection des sous, c'est qu'il y a des programmes et on se demande où est passé l'argent. C'est ça le problème. Ou tout au moins, où est passée l'efficacité des programmes. Il y a ces questions qui relèvent sans doute du contrôle, mais aussi d'une volonté politique. Dans tous les cas, je crois que la Casamance a besoin encore d'injection de l'argent beaucoup plus, on va dire, conséquente, de sorte que nous puissions régler des questions qui sont identifiées et normalement qui sont connues, y compris des anciennes autorités et des nouvelles autorités. Mais est-ce que le fait que le Premier ministre Ousmane Sonko soit originaire du sud du pays peut être un atout pour gérer cette question? Non, mais c'est incontestablement, c'est un atout et c'est également quelque chose qui est symboliquement très important. Et d'ailleurs, moi, quand je discute avec un certain nombre de gens de la rébellion, parce que je discute avec certains d'entre eux, j'observe bien qu'il y a une posture qui est une posture assez positive par rapport au fait qu'ils ont maintenant un Premier ministre Diola. Alors ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko prennent à bras le corps ces questions. Elles sont simples. Des questions qui ne sont pas liées à des questions de négociation, mais qui sont liées à la responsabilité politique de l'État de venir résoudre un certain nombre de questions. Sans doute, sur un certain nombre de tronçons, des questions de négociation, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de négocier avec ces acteurs. Est-ce que le fait que la Casamance ne soit pas prise sur sa vision holistique, le problème de façon holistique, que tous les Sénégalais se sentent, celui qui est au Fouta, Ziguinchor, sentent que c'est une question nationale, le fait qu'on l'ait réduite peut-être à une question au sud du pays, n'est pas un des problèmes qui fait que les Sénégalais ne sont pas conscients de ce qu'il faut faire? Oui, merci Alassane. Mais je voudrais encore une fois rebondir sur le bois. C'est la drogue aussi, hein. C'est l'économie illicite. C'est l'économie criminelle, oui. Oui, donc moi dans mon ouvrage sur l'économie criminelle, j'en ai parlé. Sur 30 000 hectares, 10 000 hectares ont été déjà détruits, et de façon illicite, avec, si vous voulez, la complicité. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans l'économie gambienne, on met... le bois est considéré comme étant une économie gambienne, alors la Gambie n'a pas de forêt. Mais oui, il y a 2 ans, 3 ans, enfin, avec autant de Yahya Jammeh. Le bois rose. Oui, c'est le bois de rose.
avec Yaya Jammeh, la dernière année de sa présidence, mais la coupe de bois en Casamance a généré plus de 250 millions de dollars au budget de la Gambie. Ouais, donc, c'est également quelque chose d'extrêmement grave et à ce niveau, il serait bon d'avoir de bons lanceurs d'alerte. Parce qu'il y a des complicités internes qui facilitent en tout cas ce trafic-là. Bon, mais écoutez, Alassane, mais le développement économique est une démarche holistique, hein? C'est une démarche globale. On ne peut pas exclure une région du processus de développement d'une nation. C'est pas possible. Donc, mais quand même, les efforts ont été faits. C'est pourquoi il est bon de voir les projets qui ont été instaurés en Casamance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut les évaluer. Les évaluer. Et c'est pourquoi je dis... Voir où est parti l'argent. Où est parti l'argent? C'est pourquoi je suggère aux anciennes autorités de privilégier dans les projets le suivi-évaluation. Oui. Hein? Parce que le contrôle, c'est bien beau de contrôler, mais le contrôle, il est ponctuel. Mais il faut aujourd'hui un suivi-évaluation des politiques publiques. Hein? Et un contrôle permanent au niveau des départements ministériels et des structures. Permanent. Voilà. De faire de sorte que le contrôleur qui est sur place ne dépend même pas du ministre. Absolument. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d'État, ancien inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, ancien président de la CENTIF du Sénégal. Merci à Ndoukourou Kachindaou, socio-anthropologue, qui est très versé dans les questions de paix et surtout en Casamance. Nous prions que la paix revienne définitivement dans le sud du pays. Elle est revenue définitivement, quasiment. Qu'on puisse aussi aller à là-bas tranquillement, sans aucune pensée. Mais tu peux y aller quand tu veux, il n'y a Absolument. aucun souci. Il faut juste éviter de tomber sur une mine. Et les mines sont encadrées. Voilà. Il faut déminer. Il faut déminer. Ahmed Sy était la technique, Alassane Samba au micro. Bon dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 90.3. ñu leen di nuyu di rafet lu baax ànd bekk i rajo 11h bisimila ci jukkib xabaar yi ñu tàmbale ko ngan gi nga xamante ne président Bassirou Diomaye Faye mu ngi ko doon amal ca Banjul loolee nag ni ki démb la amoon gannaaw bi nag moom ba mu yegsee foofee mu daal di waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di njiitu réewu Gambie di Adama Barrow ñoom ñaari nag chef d'état yi ñu daal di nag waxtaanee ponk yu bëri yoo xamante ne jotoon nañ ko fay xaatim ne danañ ko gën a dooleel mu jëm ci wàllum déggoo ci kaaraange ci yorinu sàmm ni ñu sàmmee àll bi kon ak bant yi naka noonu ci commerce transport ak éducation ba ci wàllum yoon ak yoonale moom njiitu réew mi nag Bassirou Diomaye Faye mu daal di fay àddu itam wax ci lan moo tax mu tàmbalee gànnaar li nga xam ne moom moo di ay tukki nemmeekom ak Banjul mu ne lu amoon solo la mu tàmbalee njiitu réew mi nga xamante ne moom